Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Mon, bienvenue sur la chaîne Cinéphile 12, c'est Grump et ceci n'est pas une critique de 12 hommes en colère, 12 Angry Men, titre original, 12 gars énervés au style Carlus de Merdelot, titre québécois, 12 hommes totalement fada ou quoi, titre marseillais, et pourquoi ils font du boudin les messieurs, qu'il n'y a pas de couleur dans le film, titre de ma nièce de 5 ans, je pourrais continuer comme ça pendant encore des heures, mais on va s'arrêter là. Le film, c'est quoi? C'est un huis clos drame tourné en 1957. Il dure 1h35, réalisé par Sidney Lumet, scénarisé par Reginald Rose. Les décors sont de Robert Markel. C'est toujours important de dire qui a fait les décors dans un huis clos, je trouve. Au niveau du casting, donc je vais tous les citer parce qu'il y a 12 jurés qu'on va suivre principalement dans l'intrigue. Et comme il s'agit d'un film choral, ils ont tous leur importance. Non, toi tu fermes ta gueule, c'est pas ça un film choral. Pas besoin de chanter, ouais, merci. Retourne avec Monsieur Batignolles. On retrouve dedans donc Henri Fonda, pas dans Monsieur Batignolles, hein, dans 12 hommes en colère. Non mais commencez pas s'il vous plaît. On retrouve dedans Henri Fonda, Martin Balsam, John Fielder, L.J. Cobb, E.J. Marshall, c'est que des noms anglais forcément, Jack Lugman, Ed Beans, Jack Warden, Joseph Sweeney, Ed Bigley. Oh là là, je dis tellement mal les noms, c'est horrible. Oh, il y a des acteurs sur lui. Jiří Voskovec et Robert Weber. Il y a encore 4 autres noms, mais comme ils font pas partie des jurys, ils n'auront pas l'honneur d'être cités par ma propre personne. Bref, cette intro est beaucoup trop longue. Il y en a marre de cette intro déjà. Et tout de suite, je vous en offre un court, mais alors très court, aperçu. Ouh. Guilty. 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 Not guilty. Eh oui, guilty or not guilty, that is the question, comme disait Shakespeare. Bref, le film c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune homme qui est accusé du meurtre de son père, et nous allons suivre donc ces 12 jurés, oui c'est mieux, 12 jurés, lors de leur délibération pour décider s'il est coupable, donc s'il doit être exécuté ou non coupable, et donc innocenté, vous l'aurez compris. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il est coupable, sauf un, Henri Fonda. Il va dire « Non, monsieur, vous ne ferez pas ça. Je vous laisserai pas faire. » En fait, pourquoi il fait ça? C'est pour qu'il y ait au moins un débat là-dessus, sur le possible décès de cette jeune personne, quand même. Hein. On parle d'un décès, puisqu'il va être mis à mort si jamais il est mis coupable. Et puisque tout le monde est plus ou moins envie de rentrer chez lui ou d'aller regarder un match de baseball, lui, il a envie d'en débattre. Et d'essayer un peu de convaincre les autres, ou en tout cas de jeter un peu plus un œil à l'affaire, et voir si effectivement il est coupable ou non. Alors, est-ce que par un instant le spectateur n'éprouve l'impression de s'ennuyer comme l'écrivait Jean Rochereau pour La Croix il y a 60 ans? Et oui, il y a 60 ans il écrivait ça. Ou est-ce un film ennuyé à mourir comme l'écrit Heidi H en 2018 sur Allociné et qu'il a noté 0,5 sur 5 et qui n'a pas écrit d'autres critiques d'ailleurs ni noté d'autres films sur son compte. Donc voilà, la moyenne de ces films c'est 0,5 sur 5 sur 12 hommes en colère. Un 13e du coup, hein, ça sera moi, hein, je suis le 13e homme en colère du coup. Après ça, vous voulez mon avis? Non? Je vous laisse 3 secondes pour partir. Trop tard! Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Il t'en pense le mot. Je vous écoute. Sachez tout d'abord qu'il n'y aura pas de spoil dans cette Snepuc et que le film répond aux règles des 3 temps. Vous ne savez pas ce qu'est une règle de 3 temps? Vous êtes sérieux? Vous savez pas? Moi non plus je savais pas avant donc je me suis informé. Je vais vous dire ce que c'est. Cette règle a pour but de ne pas éparpiller l'attention du spectateur avec des détails comme le lieu ou la date, l'autorisant à se concentrer sur l'intrigue pour mieux le toucher et l'identifier. Elle se définit en 3 unités. Unité d'action, appelée aussi unité de péril. La pièce ne met en scène qu'une seule action principale. Oui, parce que à la base aussi, c'est un peu pour le théâtre. Il peut y avoir des intrigues secondaires, mais ces dernières ne doivent trouver leur résolution au plus tard en même temps que l'action principale. Une fois échappé au danger qui les menace, le héros ne doit pas affronter un nouveau péril. Genre, tu vois, il a pas le droit. C'est marqué sur le truc, il a pas le droit. Mais je suis en train de dire un truc, hein, c'est pas... je parle pas comme ça avec un ton monotone tout le temps. Bref, il doit pas affronter un nouveau péril, qui n'est pas une conséquence directe du premier. Il y a aussi donc l'unité de temps, appelée aussi unité de jour ou la règle des 24 heures, rien à voir avec la série d'ailleurs.
Toute l'action représentée est censée avoir lieu dans un seul jour. Racine voulait rapprocher le plus possible la durée de la représentation de la durée de l'histoire, c'est-à-dire environ 3 heures. Mais Corneille, rien à voir avec le chanteur, Corneille voyait la question de façon plus large et admettait que certaines de ses pièces dépassent légèrement les 24 heures. Quoi? Ah ouais, d'accord, ok. À côté, c'est un des anneaux version longue, c'est de la gnognotte, hein. Bref, il y a aussi l'unité de lieu. Toute l'action représentée se déroule dans un seul endroit. On ne peut pas montrer un champ de bataille et ensuite l'intérieur d'un palais. Pourquoi ils mettent cet exemple? N'importe quoi. Pour la tragédie, on choisit le plus souvent une salle commune à l'intérieur d'un palais. Mais, d'accord. Oui, c'est encore pour le théâtre, du coup, je trouve ça marrant en fait qu'ils montrent cet exemple bien précis. Mais Corneille, toujours pas le chanteur, croyait qu'on pouvait représenter différentes salles dans un même palais. Ils en ont pas marre du palais. La comédie préfère une salle dans une maison bourgeoise ou un carrefour public. Du coup, j'ai été obligé de citer d'autres marques, Leclerc et Auchan. Ah, l'humour, j'aime rire. L'unité de lieu exige des récits de ce qui se passe ailleurs. Des récits de combat notamment, où la question de la bienséance joue aussi. J'ai pas tout compris, mais en gros, vous avez compris. Le truc de la règle des 3 temps, c'est le même lieu. On change pas de fuseau horaire quand on veut, il n'y a pas trop d'ellipses et tout. Et l'action, si t'es en train de parler d'un truc et qu'il y a Brigitte qui est en train de ramener un café, tu lui fais non, tu sors. On n'était pas en train de parler de ça, tu nous as coupé la parole. Sors Brigitte, tu m'énerves. Et elle ferme la porte. En gros, voilà comment ça se passe. Donc vous l'avez compris, les 12 salopards, les 12 salopards, rien à voir. C'est parce que je pense aux 8 salopards depuis tout à l'heure. Les 8 hommes en colère. Bon, remarque qu'on peut être en colère et un salopard en même temps, ça n'empêche rien. Est un huis clos, donc c'est le troisième, c'est un des 3 seuls huis clos donc, de l'histoire du cinéma, puisque je ne le connaissais pas avant, avec le dîner de cons et les 8 salopards. L'histoire est toute simple, hein, de toute façon, je vous l'ai déjà résumé, puisque en fait le film tient surtout donc sur l'atmosphère qui est mise et les personnages. Comme je le disais, on suit à la base Henri Fonda qui essaie de faire changer d'avis, en tout cas de changer les lignes par rapport à cet accusé. Donc il y a beaucoup de jeux de dialogue entre les personnages, de débats, d'opposition. Les personnages sont très marqués, donc c'est assez cool à ce niveau-là. Limite, si le gars est coupable ou pas, le film il s'en fout en fait. C'est plus pour amener tout ce que je viens de dire et que le film soit palpitant à suivre par rapport à ça. En tout cas, moi, il a réussi à m'embarquer avec ça. Au début, je me disais, bon, ça va être trop cool et tout, j'ai envie de le voir parce que apparemment c'est un grand film et tout. Et j'avais un peu peur de m'ennuyer, franchement. À aucun moment, je me suis ennuyé. Je me suis vraiment fait beaucoup plus embêté devant plein de films d'action. Là, pour le coup, dans les 12 hommes en colère, le rythme il est super bien géré, dans le sens où t'as pas le temps de t'ennuyer, puisque dès que t'as une impression d'ennui, soit il y a un petit truc qui change, soit il y a un petit truc qui te rebooste. Enfin, c'est ultra bien ficelé, c'est monstrueux ce qu'a fait le scénariste d'ailleurs, c'est Reginald Rose. À la base, il avait écrit donc ce film en format téléfilm, il me semble, et aussi en format pièce de théâtre. Et j'ai cru voir sur Wikipédia, mais après j'ai pas pu confirmer l'information, qu'il y a une version pièce de théâtre de 12 hommes en colère et qu'elle a été mise en scène à Paris. Donc je trouve ça assez chouette que la pièce soit française après. Mais j'ai pas pu valider l'information comme je vous le disais, donc on va dire que elle va prendre avec des grosses pincettes. Une des choses qui m'a particulièrement plu, c'est le traitement des personnages et comment ils ont été écrits. Ils sont juste ouf, ils sont écrits de façon ultra humaine, tous différents. On ne connaît pas leur nom, donc ce qui fait qu'on s'attache encore plus à eux, quoi. C'est un peu Monsieur Tout le Monde. Ils ont leurs failles, ils ont leur caractère propre. Et en termes d'interaction entre eux, donc dans cette salle pendant 1h30, c'est juste dingue, quoi, ce qui a été fait. À la base, Henri Fonda, il est tout seul, puis il y a des affinités qui se créent. Il y a des gens qui changent un peu de camp parce qu'à un moment, il y en a un qui l'a un peu malmené dans ce camp, donc il se dit, bon, je vais me retrancher un peu plus vers lui. Il y a 10 000 façons de lire le film, je trouve, à ce niveau-là. Donc, je l'ai vu qu'une fois et j'ai déjà envie de le revoir pour voir s'il y a des choses que j'ai ratées. En plus, la plupart des personnages, donc surtout les plus méchants, entre guillemets, donc toujours pas de spoil, ne vous inquiétez pas si vous l'avez pas vu. On les découvre peu à peu, donc c'est assez chouette, quoi. C'est des fois, au moment en fait, ils vont passer du postulat de se dire il est coupable à non coupable. Je rejoins le camp, entre guillemets, des gentils ou de ceux qui réfléchissent. Ça arrive en fait à un moment où on découvre leur caractère, où tous les autres personnages en fait découvrent par exemple que celui-là est colérique ou que il a cette idée-là, il a ce jugement de se dire que lui il est coupable parce que je sais pas, parce qu'il est noir ou parce qu'il est raciste ou parce qu'il a plein de choses.
Et du coup, c'est ultra intéressant en fait de voir comment les personnages interagissent par rapport à ça. C'est juste fou. En plus, les dialogues, heureusement qu'ils sont réussis, parce que quand même, à huis clos, quand tu bouges pas d'une pièce pendant 1h30, en plus, il n'y a pas de l'action comme dans, par exemple, Les 8 salopards. Là, c'est que du blabla, c'est que du blabla pour le coup. Il fallait que les dialogues soient réussis, et pour le coup, franchement, ils sont vraiment top. On s'ennuie pas, il y a des phrases ultra marquantes. La mise en scène, je trouve, c'est ce qui est de plus réussi. Il y a plein de jeux sur notamment leur environnement. Tout est poussé en fait à l'extrême dans cette salle. C'est-à-dire que le fait qu'il fasse chaud dès qu'il rentre dans la salle, je trouve que c'est la meilleure scène de tout le film. Là, pour le coup, je vous spoil pas, mais j'ai envie de vous la décrire parce que déjà, elle m'a beaucoup plu. Je vais m'en rappeler, je pense, très longtemps. Et parce que c'est une leçon en fait de mise en scène et d'utilisation en fait de le réalisateur et les scénaristes, ils ont utilisé mais tout ce qu'ils pouvaient quoi pour amener une atmosphère assez particulière quoi. Ils arrivent donc dans cette salle où ils vont parler ensemble. Il fait chaud, le ventilateur ne marche pas, ils ont du mal à ouvrir les fenêtres. Donc déjà, tu vois que rien que grâce à ça, que ça va être relou pour eux de s'entendre parce que tout est fait en fait tout autour pour montrer en fait qu'ils vont en suer quoi, qu'ils vont en baver. Et en plus, en termes de mise en scène, c'est un long plan séquence puisqu'il y a un des jurys qui est aux toilettes et du coup, les autres l'attendent. Et au lieu de passer comme ils sont en train de parler un peu ensemble et tout, au lieu de passer avec quelques plans sur différents personnages, c'est juste un plan séquence où tu les vois attendre ou parler un peu, la caméra se déplace selon les discussions qu'il y a et tout. Et c'est ultra bien pensé parce qu'effectivement c'est de l'attente. Il y a un moment, tu dis bon, ça a démarré. Une fois qu'il arrive, ce 12e jury qui se met en position, là on commence à avoir plus de plans, on commence à avoir des plans un peu sur des tronches où ça bouge un peu plus. Enfin, ça commence. C'est pareil au moment pendant le film, ils font peut-être 2 ou 3 pauses parce que quand même c'est assez soutenu quand même le rythme de discussion. En fait, tu vis les discussions avec eux, c'est ça qui est génial quoi. Et quand moi je ressentais le besoin je me disais oula, ça commence à être trop pressant, j'ai besoin de faire une pause pour tout assimiler. Limite, t'as un passage qui va se lever, qui va aller aux toilettes et les autres ils font ouais, on va faire une pause, ouais, allez, on fait une pause et tout. C'est ouf, quoi. Je veux dire, les choses qui ont été faites dans le film, non seulement c'est pour le récit, mais c'est aussi pour le spectateur, quoi. Ça a été pensé, mais d'une façon, incroyable. Le film, il a été fait pour que tu sois dedans, et qu'il sait déjà qu'il va réussir à t'amener dedans, et que il te prépare des pauses, il te montre certaines choses et tout. C'est ouf ce qui a été fait, quoi. Aujourd'hui, c'est pas fait, ça. Aujourd'hui, il y a plus de films comme ça, j'ai l'impression. C'était c'est le premier film où je ressens vraiment ça, quoi, à ce point-là. Le pire, c'est le budget du film, quoi. Le budget du film, il est à 340 000 $. Donc, quand on voit certaines boosts, de films qui soient français ou américains et tout, à plusieurs millions de dollars, voire parfois plusieurs centaines, et que il y a rien derrière, alors que là, il n'y a pas grand-chose en termes de budget. Il n'y a pas beaucoup de plans en plus, hein. C'est juste un film avec 365 plans contre 1500 pour un film, on va dire, moderne. On a limite l'impression que le film a été fait de briques et de broc, mais qu'il a été porté par l'écriture qui est juste incroyable et la réalisation donc de ce réalisateur. C'est son tout premier film pour le cinéma en plus. Ouais, c'est ça, c'est le premier film de Sidney Lumet et clairement j'ai envie de voir d'autres films de sa part. D'ailleurs, je vais vous lire une petite anecdote qu'il y a sur Allociné où c'est Sidney Lumet du coup qui parle de la mise en scène. Donc ouvrez les guillemets. Raconte-nous une histoire de castor, raconte-nous 2 histoires de castor, mettez lunettes et l'inaudible. J'ai tourné le premier tiers du film au-dessus du niveau des yeux, le deuxième tiers à hauteur des yeux et le dernier tiers en dessous du niveau des yeux. Ainsi, vers la fin du film, on commençait à voir le plafond, les murs se rapprochaient, le plafond semblait s'abaisser. Cette sensation d'une claustrophobie grandissante m'a permis de maintenir la tension jusqu'à la fin et j'ai utilisé un angle large pour laisser les spectateurs respirer. Le gars, il te fait une leçon, il devait sûrement répondre à une question, je sais pas quoi, et le gars te fait une leçon, quoi. Juste quand t'entends ça, tu fais, ok, d'accord. Puis il y a une autre anecdote en plus qui dit que pendant le tournage, donc il a changé d'objectif de caméra, il est passé sur une focale croissante. Là, je commence à faire genre, je me la pète, je connais, mais je connaissais pas forcément. En fait, c'est un objectif qui permet de faire des plus gros zooms, si j'ai bien compris, sur les visages, ce qui fait aussi qu'on les décors qu'il y a derrière, on les voit plus près, donc il y a une sensation de pression qui est un peu plus présente, qui va donc de pair avec ce que je viens de vous lire de ce qu'a dit Sidney Lumet. C'est en termes de mise en scène, quoi. Il a pensé à tout, quoi. C'est dans son espace qu'il avait et tout,
c'est un génie. Et je crois avoir tout dit, et limite ça me gêne d'avoir tout dit, parce que là je vais devoir passer donc à la conclusion, mais ça me fait limite suer de passer à la conclusion, parce que j'ai l'impression de pas avoir tout dit. J'ai tout dit là sur ma fiche, je crois avoir tout dit, mais j'ai pas assez dit pour moi, c'est juste un film incroyable. Donc on va passer quand même, bon tant pis, hein, on va quand même continuer. Passons au bref. Bref. On ne s'ennuie pas, comme le disait HDH, hein. On s'ennuie pas pendant le film. Pardon, je voulais pas l'engueuler, mais il fallait quand même lui dire qu'elle est con. Sinon, malgré ça, la mise en scène est, comme je disais, ouf. La gestion du rythme, elle est incroyable. Et les personnages sont ultra bien écrits. Donc quand tu pars déjà de ça, le film, il est juste somptueux, quoi. C'est, pour moi, en tout cas, c'est un des films les mieux réalisés et écrits que j'ai jamais vu. Je suis ultra content de ne pas être passé à côté, pour le coup. C'est mon film aussi préféré maintenant en noir et blanc. Avant, c'était sûrement les temps modernes avec Chaplin. Et c'est peut-être un des... Non, j'allais dire c'est un des seuls films en noir et blanc que j'ai eu. Mais non, il y a Psychose aussi qui est super bien, ouais. Mais ouais, il y a carrément au-dessus de Psychose. Même si ça se compare pas vraiment. J'ai pas envie de les comparer non plus. Puis oui, c'est un film qui permet d'en apprendre pas mal, n'empêche, sur le cinéma, sur comment on met en scène, comment on gère le rythme d'un film, comment on écrit des personnages, quoi. Le film, il en impose. C'est juste génial. Je suis trop content d'avoir fait cette Cinépuc sur ce film, pour le coup. J'espère que je vous ai pas mal diverti. N'hésitez pas à me suivre donc sur mon Twitter, Arthur-8 Grump, ou donc à vous abonner ou à suivre mes petits podcasts. Je prends toujours tant de plaisir à les faire. Le prochain épisode sera sûrement sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, de Chabat. Donc je suis pressé de le revoir et tout, et de vous en parler. Je vous remercie d'avoir donc suivi cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous.